Bonsoir à tous. Alors là, normalement, vous devriez nous voir et nous entendre, j'espère. Merci beaucoup de vous être connectés. Alors, on est 3 dans la vidéo, ça va être compliqué de tous tenir, mais voilà, je vais rapprocher un peu, puis on pourra déplacer. Alors, donc bienvenue, vous êtes bien, je vois quelques questions, vous êtes bien au webinaire du Pacte pour la transition. On attendait juste qu'il soit pile l'heure pour démarrer la vidéo. Donc, on attend encore quelques personnes, mais je pense qu'on va pouvoir doucement commencer parce que l'ordre du jour de ce soir est bien rempli, comme vous avez pu le voir. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques petits rappels sur le pacte pour la transition et puis le fonctionnement de ce webinaire. Je vais vous présenter aussi l'ordre du jour. N'hésitez pas à nous dire par contre assez rapidement si jamais il y a des soucis pour le son. J'espère que vous nous entendez bien. Ah, je vois tout va bien, le son et l'image. Ok, super, parfait. Bon, bah, tant mieux. Alors, c'est parti. Alors, donc, je vais vous partager une petite présentation. Hop. Ah oui, c'est là que... Si, voilà, c'est bon. Hop. Voilà, alors donc ce soir, c'est un webinaire sur le pacte pour la transition qui sera un peu particulier parce qu'on a choisi une thématique qui est la communication à l'échelle locale. Et donc l'idée va être surtout de vous faire une petite présentation, un peu comme une formation accélérée sur quelques bonnes pratiques en matière de communication locale. Et puis ensuite, on fera comme d'habitude une partie questions-réponses où vous pourrez nous poser plein de questions, sachant que ce soir, on a aussi 2 invités qui vont nous présenter leur expertise sur ces questions-là, que je laisserai se présenter juste après. Alors, donc, petit rappel sur le pacte pour la transition pour commencer, petit rappel sur le fonctionnement du webinaire, et puis ensuite, on parlera donc de stratégie de communication, de réseaux sociaux et en particulier de Facebook, et puis de relations presse, et ensuite ce temps de retour d'expérience, questions-réponses. On devrait attaquer normalement, ce sera après moitié-moitié, donc 45 minutes de présentation plutôt descendante, puis 45 minutes de partage, retour d'expérience, questions-réponses. Alors, le pacte pour la transition. Je pense que si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous avez compris, mais je vous fais quand même quelques rappels assez simples, je vais aller assez rapidement. Toutes les questions pourront être posées à la fin, plutôt sur le chat. Le pacte pour la transition, c'est 32 mesures et 3 principes qui permettent de construire les communes de demain, c'est-à-dire de mettre en œuvre une transition écologique, sociale et solidaire et démocratique. Et ces mesures, elles sont applicables directement à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes. Le pacte, il s'adresse en premier lieu à des habitants des communes parce qu'on va proposer aux habitants de se constituer en collectifs locaux, normalement dont vous faites partie ou dont vous allez faire partie, pour animer un temps de débat et de choix des priorités dans la commune. L'idée étant ensuite d'aller voir les candidats aux élections municipales de mars 2020. Donc, aller voir les candidats, ce sera obtenir un engagement mutuel entre une liste candidate aux élections municipales et un collectif d'habitants. Et donc, on va avoir une signature d'un pacte. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose de réaliser comme engagement. Signer un pacte, c'est signer 3 principes et au moins 10 mesures parmi la liste des 32. Et donc, petit rappel, parce qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet, le mode d'application du pacte que nous, on a pensé, c'est avant tout que ce soit des collectifs locaux qui soient citoyens, complètement indépendants des listes. Ça veut dire que dans un collectif local, il n'y a pas de personnes qui font partie d'une liste et qui aillent voir plusieurs listes candidates aux élections municipales. Et donc les collectifs, l'objectif, c'est qu'ils restent indépendants des listes, qui ne donnent pas de consigne de vote. Et bien sûr, par contre, s'il y a des candidats qui souhaitent reprendre les propositions du pacte pour leur programme, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas exactement le cadre d'application qu'on propose et les collectifs locaux ne sont pas des listes. Toute l'information qui a été préparée, pensée sur le pacte est centralisée sur une plateforme, pacte-transition.org. Cette plateforme, elle permet à la fois d'identifier l'ensemble des collectifs locaux qui sont en cours de création, de structuration. Il y en a pas loin de 1000 en fait, ça a pas mal progressé ces derniers temps, donc il y a plus de bientôt 1000 communes où des collectifs locaux pactes sont existants. Le site, il vous permet également donc, de vous inscrire si vous n'êtes pas déjà, de rejoindre un collectif, mais aussi de contacter le collectif de sa commune. Petit rappel, si vous ne le savez pas déjà, vous pouvez contacter toutes les personnes de votre commune qui se sont inscrites sur le site.
tout simplement en écrivant à l'adresse pact-votre code postal, exemple 35200, @liste au pluriel .transition-citoyenne.org, comme écrit sur le support. Je précise que ce support, vous y aurez accès, on va le diffuser on mettra l'adresse pour que vous puissiez le consulter directement sur le support, sur le Framapad que vous avez eu dont vous avez eu l'adresse dans le dernier mail que vous avez reçu ce soir. Et dernier point, sur ce site, vous pouvez aussi accéder à des ressources documentaires, à la fois les fiches techniques sur chacune des 32 mesures et des 3 principes, mais également dans la section ressources, il y a pas mal d'éléments sur la communication notamment, mais aussi sur des bonnes pratiques pour bien s'organiser en tant que collectif local et des ressources techniques pour aller plus loin. Alors, je laisse la parole à Julie pour présenter le dispositif d'accompagnement des collectifs locaux. Oui, donc en effet, pour vous accompagner, vous localement, à porter le pacte dans votre commune, pour vous aider à vous préparer, à échanger avec des élus, à mobiliser la population de votre commune, on vous a préparé un dispositif d'accompagnement dont ce webinaire est une partie. Donc webinaire qui a lieu tous les mois et qui va dans les prochains mois à chaque fois être sur un sujet thématique. Donc à la fois sur des sujets de mobilisation comme la communication aujourd'hui et pour les prochains sur des sujets thématiques qui correspondent aux sujets qui sont dans le pacte pour la transition. Donc, par exemple, il va y avoir alimentation, agriculture, démocratie. Vous devriez recevoir la lettre d'information hebdomadaire qu'on vous envoie tous les lundis avec les nouveautés du site du pacte, partage, retour d'expérience. Elles sont presque finies et sont publiées au fur et à mesure sur le site. C'est des fiches techniques qui accompagnent chaque mesure et qui expliquent comment les mettre en œuvre et des niveaux d'ambition selon votre commune et comment elle est avancée. On a aussi créé un groupe Facebook collectifs locaux où vous pouvez vous ajouter, vous inscrire pour partager en direct vos retours d'expérience, vos bons plans et comment est-ce que ça se passe de votre côté. Et nous, derrière, on partage aussi sur ce groupe toutes les informations. Et aussi, dans les prochains mois, on va mettre en place une série de rencontres locales. La première qui aura lieu à Rennes pour nous rencontrer et faire des petits ateliers autour du pacte. Voilà. Merci Julie. Alors, c'est tout. Alors oui, petit rappel. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Donc, Julie qui vient de présenter le dispositif d'accompagnement est chargée d'accompagnement des collectifs locaux du Pacte pour la transition. Moi, c'est Aliette, je suis coordinatrice du collectif pour une transition citoyenne qui est le pilote opérationnel, on va dire, du Pacte pour la transition. Mais le Pacte, c'est vraiment un projet qui est porté par de nombreuses organisations. Vous avez l'ensemble des logos qui sont présents là. Il y a des organisations qui rejoignent l'initiative assez régulièrement. Et en ce moment, il y en a plus de 50 qui soutiennent. Et non seulement qui soutiennent, mais qui ont vraiment co-construit les mesures, le dispositif de mise en place, d'accompagnement aussi, les fiches techniques, etc. Donc, c'est vraiment un projet qui est soutenu par de nombreux acteurs. Alors, maintenant, petit point sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc, vous avez vu qu'il y a un pad dont vous avez l'adresse qui permet de la prise de notes. Donc, nous, on fera un compte-rendu aussi sur ce pad. Si jamais vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez aussi nous y aider. Je vais maintenant laisser la parole à Elliot Lepers, qui fait partie de l'ONG Le Mouvement. Je te laisserai te présenter très rapidement. Puis ensuite, Charlotte Davio qui prendra la parole, qui fait partie de la European Climate Foundation, et qui vont vous parler donc de communication au niveau local. Ensuite, on fera, comme je le disais, à partir de 19h45, un temps de partage de retour d'expérience pour certains d'entre vous qui voudraient prendre la parole pour partager des choses qui pourraient être utiles aux autres. Pour ceux qui souhaitent prendre la parole à ce moment-là, il faudra lever la main. Dans la petite fenêtre de chat, vous avez la possibilité de lever la main normalement. Et à ce moment-là, on vous permettra d'activer micro et vidéo. Et sinon, pour tous les autres, si vous souhaitez poser des questions,
L'idéal serait pour nous que vous les posiez à partir de 19h45, puis on fera un tri, on essaiera de répondre à tout le monde. Vous êtes assez nombreuses et nombreux ce soir, mais on fera de notre mieux pour répondre à tout le monde. Et sinon, ce sera dans le compte-rendu que ça s'y retrouvera. Voilà, c'est parti. Et bien du coup, Elliot, je te laisse reprendre la main. J'arrête le partage d'écran et je te laisse reprendre la main. Et attends, je vais aussi te permettre d'activer la vidéo. Hop. Voilà, Elliot, maintenant, normalement, tu devrais pouvoir activer ta vidéo et tu as le son. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ok, super. Donc bonjour, moi je m'appelle Elliot Lepers. J'ai monté il y a 2 ans une petite ONG qui s'appelle Le Mouvement. Le Mouvement, en fait, c'est le membre français d'un réseau qui s'appelle le réseau Open et qui est présent dans 19 pays. Présentement, je suis à la base, qui est un lieu qu'on a monté à Paris, rue Bichat. Et juste à côté de moi, il y a un concert pour faire la fête parce que on accueille les 8 prévenus qui sont été comparaissés aujourd'hui pour avoir décroché des portraits de Macron. Donc, il y a beaucoup de bruit à côté de moi dans la rue, je suis désolé. Le réseau, effectivement, Open, dont on est le membre français, est présent dans 19 pays et notamment rassemble des grosses ONG qui font de la mobilisation citoyenne sur différents sujets en fonction de l'actualité, de ce qui émerge dans l'actualité et qui permet de constituer une opportunité pour changer la loi ou changer l'opinion sur les sujets progressistes en général, à la fois l'écologie, l'antiracisme, le féminisme, la démocratie, etc. Et nous, on est un des derniers arrivants de ce réseau, sachant que le plus ancien, c'est Move On aux États-Unis, qui a été créé en 98. Et donc, on a voilà, des disparités d'organisation dans ce réseau. Et nous, on est depuis 1 an beaucoup sur la mobilisation climat. C'est-à-dire qu'on accompagne l'organisation des marches climat avec des grosses campagnes, notamment d'influence avec des créateurs vidéo. Et dans les mois qui viennent, on va beaucoup se concentrer sur les mobilisations locales dans la poursuite de ces grandes marches depuis 1 an. Donc moi, je vais vous parler dans un premier temps, la question de la communication et de la stratégie de communication. Comment est-ce qu'on sait de quoi parler, à qui est-ce qu'on en parle, dans quel calendrier. Donc, très concrètement, je vais essayer simplement de vous faire en sorte que vous vous posiez les bonnes questions quand vous vous apprêtez à parler à des gens, à une communauté, en fait. Ce que vous faites, c'est que effectivement, vous construisez votre communauté. Vous êtes un émetteur, vous êtes une personne qui parle, qui a une identité propre. Les gens vous perçoivent d'une certaine manière et il faut bien être conscient de qui sont les gens à qui vous parlez, qu'est-ce que vous allez leur dire pour être le plus efficace possible. Je vais vous partager mon écran pour avoir une petite présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super. Le premier élément dans une stratégie de communication à prendre en compte, c'est le contexte. C'est-à-dire, vous êtes dans un territoire à un moment donné qui n'est pas le même que dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays du monde. On est dans un contexte politique particulier. Il y a les gilets jaunes, il y a les marches climat. Donc, on ne parle pas de la même manière des sujets de transition aujourd'hui qu'on le faisait il y a 5 ans. Parce que médiatiquement, les choses ont beaucoup changé et les émotions ne sont pas les mêmes. Donc, d'abord, posons-nous cette question de quelles sont les émotions présentes dans la société en général, mais particulièrement là où vous allez vous travailler et vous concentrer. La deuxième question, c'est de quoi les gens se parlent, quelles sont leurs préoccupations. Et donc, comment est-ce qu'ils traduisent, comment est-ce qu'ils expriment ces émotions que vous arrivez à identifier. Troisième sujet, c'est au-delà des gens et au-delà des gens que vous allez essayer de toucher, comment est-ce que ces sujets-là sont traités médiatiquement? Quelle est actuellement la réalité du récit, du narratif tel qu'il est présent dans les médias institutionnels et donc tel qu'il est présent officiellement, on va dire, dans la tête des gens. Quatrième question, c'est effectivement quel est le récit politique et donc l'exécutif local, l'opposition, la majorité. Comment est-ce que ces sujets-là sont abordés? Est-ce que c'est des sujets clivants? Est-ce que c'est des sujets qui sont absents du débat politique? Est-ce qu'aux dernières élections,
européenne notamment, eh bien, les dynamiques politiques étaient plutôt en faveur des sujets que vous allez porter ou bien plutôt en opposition. Voilà. Et puis, très important pour s'ancrer dans le réel, quels sont… il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. C'est bon? Donc, le dernier élément, c'est de bien savoir quelle est la réalité du calendrier. Et là, en l'occurrence, eh ben, on sait qu'on a effectivement des élections municipales qui arrivent en mars. Ça, c'est un gros événement. C'est un peu voilà, l'horizon à 6 mois. Mais il va y avoir d'autres événements, particulièrement sur les questions environnementales et sociales. Il va y avoir des grandes mobilisations, il va y avoir des grandes marches, il va y avoir des sommets internationaux, notamment le sommet de l'ONU fin septembre, par exemple. Et donc, ces événements-là, ils sont très importants parce qu'ils permettent de caler notre communication et nos messages en fonction de ce qui constitue le bain dans lequel vont baigner toutes les personnes à qui on va parler. Donc, c'est important de savoir avec quoi on est en concurrence, avec quoi est-ce qu'on va raisonner quand on va s'adresser à une population. Deuxième élément, les obstacles, mais qui peuvent être en fait la plupart du temps, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de transformer ces obstacles en opportunités et en chances. Et notamment, demandons-nous qu'est-ce qui empêcherait, si notre objectif c'est de faire signer, de s'engager pour le pacte par exemple, mais ça peut être décliné à n'importe quel sujet, qu'est-ce qui empêcherait un candidat ou une candidate de soutenir ce pacte, ou qu'est-ce qui empêcherait vos voisins, les personnes que vous avez envie de mobiliser, qu'est-ce qui pourrait les déranger? Est-ce qu'il y a une mesure en particulier qui est clivante parce que voilà, il y a un historique particulier là où vous habitez? Deuxième élément, est-ce qu'on a des spécificités, que ce soit géographique, que ce soit topologique, que ce soit politique, qui font que c'est particulièrement compliqué de porter tel projet, de porter telle communication. Une fois qu'on a identifié ces obstacles, on sait évidemment où il va falloir mettre le plus d'efforts. Et donc, ça permet de faire le tri entre les messages qu'on va vouloir porter, et ça va permettre potentiellement de montrer qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui va être le plus visible, le plus identifié, le plus identifiable. Et c'est là-dessus qu'on va percuter l'imaginaire des gens plus facilement. Troisième sujet, c'est la question des cibles. Donc, c'est qui sont les gens à qui vous parlez, qui sont les gens que vous cherchez à engager. Vous n'allez pas réussir à engager tout le monde. Vous n'allez pas réussir à parler au grand public. On a tendance à dire que le grand public n'existe pas. C'est un peu un mythe, le grand public. Parce que, eh bien, en fait, il y a énormément de différences d'appréciation, de bagages, de moments où on en est dans notre rapport à l'engagement politique, à ces sujets de transition. Donc, peut-être une première manière de faire, c'est de partir des gens que vous connaissez, des gens qui pensent comme vous, parce que si vous avez envie de vous engager, potentiellement, il y a plein de gens qui vous ressemblent et qui ont envie de s'engager pour les mêmes raisons que vous. Et c'est peut-être déjà un premier cercle que vous allez pouvoir facilement réussir à toucher. Et puis après, vous allez pouvoir élargir ça en allant toucher effectivement des gens qui vont avoir des approches un peu différentes. Ils vont avoir des raisons de s'engager qui sont différentes et qui ouvrent. Deuxième sujet très important, c'est quels sont les canaux d'information de ces gens-là que vous voulez toucher. Et on va parler plus spécifiquement de Facebook derrière avec Charlotte. Et c'est vrai que voilà, ce ne sont pas les mêmes personnes qui utilisent Facebook, les personnes qui utilisent Snapchat, que ce pas les mêmes personnes qui vont au marché et qui récupèrent des tracts. Donc, comme ça, vous segmentez en fait la population à travers les médiums que vous utilisez pour toucher les gens. Et ce qu'il faut que vous posiez comme question, c'est de savoir quel est… on peut parler de persona, c'est-à-dire quels sont les profils types, identifier peut-être 2 à 3 types de profils que vous pensez pouvoir toucher. Et c'est compliqué de donner une formule magique là-dessus parce que ça dépend beaucoup des types de villes. Ça ne va pas être la même chose à Aubervilliers, dans une ville qui est extrêmement jeune, par exemple, qui est une ville très précaire, ou à Cannes, voilà, qui est une ville où il y a plutôt une population plus senior et c'est une population qui est plus aisée. Donc, évidemment, ce contexte-là, il dépend vachement de là où vous habitez. Et donc, c'est
ça qui va définir la manière dont vous allez proposer ce message. Est-ce que finalement, pour revenir à la question du pacte, est-ce que sur ces 32 mesures, par exemple, est-ce qu'il y en a qui résonnent plus particulièrement avec la population? Est-ce que ça va être des enjeux de santé? Dans ce cas-là, peut-être que les enjeux de santé, ça va toucher plus les jeunes parents. Est-ce qu'on est dans une ville où il y a beaucoup de jeunes parents? Par exemple, rien qu'à Paris, on a des jeunes parents qui sont beaucoup dans les quartiers populaires. Donc, ce n'est pas la même chose si vous êtes dans le 7e arrondissement de Paris ou si vous êtes dans le 20e arrondissement de Paris. Donc, évidemment, quels sont les éléments dans votre message qui vont être le plus susceptibles de parler à la population que vous allez chercher à toucher. Peut-être un dernier élément qui est pour moi central quand on veut construire une stratégie de communication, c'est d'avoir en tête, et surtout sur nos sujets on n'est pas commerciaux, on n'essaie pas de vendre quelque chose, on essaie d'engager les gens, on essaie de faire passer les gens à l'action. La théorie du changement, c'est un concept plutôt anglo-saxon, mais qui est central pour se poser les bonnes questions. Et si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions-là, c'est que globalement, vous avez un problème de théorie du changement et ça veut dire que c'est compliqué pour les gens à qui vous allez parler de savoir ce que vous leur demandez et comment est-ce que vous leur proposez d'obtenir un changement, d'avoir une influence sur le monde. La première question, c'est savoir pourquoi maintenant. Et ça vous sert plutôt pour construire vos messages. Une fois que vous savez à qui vous parlez, avec quel médium, construire votre message. Pourquoi est-ce qu'il faut agir maintenant? Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence temporelle? Qu'est-ce qui va faire la différence si on agit maintenant par rapport à si on agit dans un an ou si on agit l'année dernière? Voilà, il n'y a pas la même urgence. Donc, il faut bien identifier une urgence. S'il n'y a pas d'urgence, ça ne sert à rien d'agir. La deuxième question, c'est pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il faut faire cette chose en particulier? Pourquoi est-ce que c'est le pacte qui est la bonne réponse plutôt que notre manière de s'engager? Pourquoi est-ce que ça va faire la différence? Pourquoi est-ce que vous croyez? Et ça, c'est vous qui avez la réponse en vous. Pourquoi est-ce que c'est cette méthode-là qui vous semble la plus adaptée à utiliser aujourd'hui? Et la troisième question, c'est pourquoi moi? Et donc, pourquoi moi de la part des personnes à qui vous allez parler? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous? Pourquoi est-ce qu'on ne se suffit pas, nous, en tant que groupe? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des gens qui vont nous soutenir? Et donc, pourquoi est-ce qu'on donne un rôle aux personnes qu'on va essayer de mobiliser? En quoi est-ce qu'ils sont en mesure de faire la différence? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre, leur voisin, leur grand-mère, les personnes de la rue d'à côté? Si vous répondez à ces trois questions, ça demande beaucoup de sincérité et c'est ça qui va permettre de confronter votre message. Et globalement, vous arrivez à engager une population plus facilement. Je termine en vous donnant une source qui peut être très utile. C'est les youtubeurs Partager c'est sympa, la chaîne YouTube Partager c'est sympa qui a fait un petit guide. Je vous mets le lien rapide dans le chat si vous voulez le copier-coller. Un petit guide, donc il y a une vidéo qui explique globalement les mécanismes qui font que souvent nos mobilisations échouent. Et puis, vous avez une affiche qui résume globalement souvent les pièges quand on essaie de mobiliser. Voilà, ce n'est pas forcément exhaustif, ce n'est pas forcément le seul élément sur lequel se poser, mais ça peut vous permettre de vous poser des bonnes questions et de vous accompagner. C'est bon? Super, merci beaucoup Elliot. Trop bien, on peut passer à la partie 2, je pense. Donc, réseaux sociaux, Facebook. Voilà, on te laisse la parole, du coup, si ça te va. Alors, je crois que c'est à moi qui te… Ouais, je fais ça tout de suite. Alors, où es-tu? Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Charlotte Davio. J'appartiens à la Fondation européenne pour le climat, dont la CEO actuelle est Laurence Toubiana, l'architecte de la COP21. Donc, on est plutôt sur toutes les thématiques climat particulièrement et pas toutes les thématiques environnementales. Avant ça, j'étais chez Havas, l'agence de communication. Donc, moi, j'ai toujours été sur les sujets environnementaux ou ESS, sur la communication et à la fois les médias nationaux et les médias locaux. Parce que j'ai une casquette où je faisais tant du lobby pur auprès d'élus que de la communication sur les journalistes et sur les réseaux sociaux. Donc après tous ces éléments d'Elliot qui sont des éléments de fond, on va voir certains outils pour comment les mettre en application
j'ai fait une présentation que j'ai partagée avec vous. J'ai mis beaucoup de choses et on vous la partagera de toute manière. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, parce que je sais qu'il y a différents niveaux au sein de vous sur si vous avez déjà communiqué, si vous avez l'habitude des réseaux sociaux ou même des journalistes. Donc, pas de problème, moi, pour vous répondre. La première partie, ça va être sur Facebook. Alors, pourquoi on a ciblé particulièrement Facebook? Parce qu'en fait, à la fois Facebook, c'est idéal pour parler aux citoyens directement, parce qu'on se rend compte qu'en France, on a près de la moitié des Français, on dit plus des 2/3, qui ont un compte Facebook. Et 41% d'entre eux disent qu'ils s'informent uniquement et principalement sur cette plateforme. En plus, vu votre cible, c'est assez intéressant parce que l'âge médian, c'est 40 ans. Et on voit que les jeunes, et particulièrement les jeunes qui ne sont pas forcément en âge de voter, migrent de plus en plus sur des médias, enfin sur des réseaux sociaux type TikTok, Instagram, Snapchat, où donc il est plus difficile de les atteindre. Après, sur Facebook, il y a aussi un engagement et les gens se sentent impliqués et participent beaucoup plus facilement que sur d'autres réseaux sociaux, par exemple Twitter, qui est assez réservé et vu comme élitiste, ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est comme ça que c'est perçu. Donc là, je vous ai mis certains chiffres, mais on voit qu'un citoyen lambda like une nouvelle page par mois, donc ça veut dire qu'il s'abonne à des informations de la part d'une page, il like des posts, donc là, ça peut être des posts de page, comme ça peut être des posts de sa tante qui vient de poster une photo de ses vacances, ou de son cousin, de son chat. Et ça peut être aussi des publications commentées ou des posts partagés. Donc, on sent qu'il y a une émulation et que les gens se sentent invectivés et se sentent propriétaires des contenus et participent. Donc, c'est pour ça que c'est une plateforme qu'on a jugée particulièrement intéressante. Sur Facebook, qu'est-ce que vous pouvez créer? Vous pouvez créer à la fois des pages ou à la fois des groupes. C'est deux outils différents. En fait, c'est des outils de fermeture et d'ouverture assez différents. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. En fait, je pense que vous l'avez compris aussi avec la partie d'Eliott, quand vous voulez communiquer, il y a deux questions qui sont toujours primordiales. C'est quel est mon objectif et quelle est ma cible? Parce que votre cible, ce ne sera pas toujours la même chose quand ça sera parler à un candidat pour le convaincre ou que ça soit parler à monsieur et madame tout le monde pour lui expliquer, le sensibiliser et lui parler et lui faire la pédagogie pour dire ce que vous faites, vous. Donc, par rapport à ça, il faut que vous voyez, vous, si vous préférez parler à un groupe restreint, donc là, ça veut dire que ce sera fermé, c'est vous qui aurez toujours la maîtrise, ou si vous préférez au contraire avoir une page où vous partagez un maximum de contenu et vous pouvez faire des contenus sponsorisés. Parce que Facebook a quand même une force qui permet d'avoir des contenus sponsorisés dans un rayon, donc c'est payant, oui, mais dans un rayon extrêmement limité. On dit que c'est 1 km environ. Donc, ce qui permet d'être extrêmement efficace et de toucher directement votre cible, qu'elle soit locale ou qu'elle soit un peu plus globale. Typiquement, moi, je travaille sur les négociations climatiques et quand on a des COP, la prochaine, elle est au Chili, je vais vous parler de celle de l'année dernière. Celle de l'année dernière, on avait des messages internationaux en Pologne et on visait, vous voyez, autour du centre de négociation, comme ça, dès qu'un négociateur, dès qu'un journaliste qui était dans le centre se connectait à Facebook, eh bien, il a vu des contenus qui apparaissaient. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est une opportunité que Facebook vous offre. À côté de ça, vous avez tout ce qui est groupe, où là, c'est plus entre vous. Donc là, c'est vraiment une communauté que vous pouvez créer autour de vous. Donc ça peut être des gens qui peuvent vous demander s'ils veulent appartenir à ce groupe avec vous, mais c'est vous qui devez l'alimenter en permanence et partager au maximum. Ce qui est extrêmement intéressant, par exemple, les Gilets jaunes se sont beaucoup plus galvanisés à travers les groupes, parce qu'il y avait un entre-soi et ils s'entraînaient, qu'à travers les pages. Donc, bon, je pense que vous irez lire mon petit tableau comparatif et vous déciderez ce qui est l'outil le plus approprié pour vous. Mais c'est des éléments, c'est vraiment à vous de décider et c'est vous qui connaissez le terrain. Alors, pour publier sur Facebook, là, je suis partie de si on crée une page ou un groupe. Donc, les deux marchent et c'est à peu près les mêmes règles. Il faut se dire qu'un post Facebook, c'est à peu près 15 heures. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'inonder. Votre post, il va être assez présent et s'il y a un engagement. L'engagement, c'est quand d'autres personnes vont, par exemple, commenter, liker ou partager même ce que vous avez dit ou ce que vous avez présenté, que ce soit un article média ou que ce soit, par exemple, un prospectus que vous avez partagé la version numérique. Ensuite, moi, ce que je vous conseille sur Facebook, c'est d'avoir des posts de qualité et avec des ressources. Ce n'est pas comme Twitter où vous êtes limité en nombre de caractères et on vous demande d'aller très vite et autres. Non, Facebook, vous pouvez prendre le temps. Vous pouvez expliquer, par exemple, si vous partagez, imaginons un article du Parisien ou un article de Ouest France. Vous pouvez expliquer pourquoi c'est intéressant, quelle est l'information clé selon vous et renvoyer, par exemple, sur votre page ou sur le site de CTC. Vous avez plusieurs choses possibles. Moi, je vous dirais d'en faire un par jour maximum pour alimenter et si
parce que c'est du temps, c'est assez chronophage. Sinon, c'est 3-4 par semaine. Après, l'engagement, ce que je vous ai expliqué, c'est quand on clique sur j'aime, on commente ou on partage, vous pouvez le stimuler en faisant par exemple des posts assez interactifs. Là, je vous ai mis par exemple sondage, quiz, mais ça peut être aussi qu'est-ce que vous en pensez, invectiver les gens pour leur demander leur avis et les inviter. Typiquement, moi par exemple, je fais beaucoup de vidéos où je dis si vous vous sentez sensibilisé, partagez cette vidéo. Et en fait, comme ils se sentent interrogés directement, ils se sentent plus concernés. C'est assez simple en fait, c'est pas forcément faire un sondage compliqué, ça peut être juste si vous êtes d'accord, partagez. C'est juste s'adresser directement à votre cible. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément les moyens ni les techniques, et alors pour être honnête, moi je ne maîtrise pas Photoshop, je ne maîtrise pas InDesign, et ce n'est pas un problème. On peut faire des contenus simples sur les réseaux sociaux et de manière gratuite. Ce qui est pas, bon, Elliot vous dira qu'il vaut mieux payant et avec des très belles vidéos chiadées, et je suis tout à fait d'accord, mais à notre niveau, on peut trouver des choses à faire, et ça permet de créer plus d'engagement. On considère qu'une photo crée 4 fois plus d'engagement qu'un post simple. Donc, je vous ai mis différents sites là sur ma slide. Vous avez Pixabay, Pexel pour trouver des images libres de droit. Par exemple, si vous parlez d'un incendie qui a eu lieu dans votre région ou vous parlez d'une inondation, et vous pouvez aller prendre des images libres de droit d'inondation. Je vous ai pris Canva. Donc là, c'est pour créer des petites vignettes assez originales du type vous êtes d'accord, vous ne voulez plus vous êtes contre les décharges sauvages, dites stop et partagez ce post. C'est des choses assez simples et en plus, vous avez des Canva où sur Canva, on vous propose des modèles, vous avez juste à mettre vos mots-clés. Donc vous avez vraiment que le script. Et ensuite, pour faire des vidéos assez courtes, on dit que le maximum, c'est 1 minute, 1 minute 30. Il y a Animaker qui est pas mal. C'est très intuitif, donc vous pouvez le faire assez facilement. Et pareil, vous avez juste des textes à changer, des pictogrammes, donc des petits dessins que vous pouvez remplacer par d'autres où vous vous sentez plus concerné, que vous pouvez prendre sur Pixabay. Et ça vous permet de faire une vidéo courte. Par exemple, sur quel est votre enjeu local. Pourquoi, à Caluire dans la banlieue lyonnaise, c'est intéressant de se mobiliser sur ce sujet. Pourquoi, à Dijon, vous voulez voir ça. Pourquoi, au fin fond de l'Anjou, il faut être concerné par la crise écologique. Vous pouvez faire des choses très pédagogiques, mais vous pouvez faire des choses aussi pour vous présenter ou sur les grands chiffres clés sur votre sujet. L'idéal, mon grand conseil sera toujours de sourcer. En fait, il y a une grande méfiance par rapport à l'information sans filtre. Donc, si vous sourcez, ça vous donne confiance et vous avez la confiance de votre lecteur. Hop. Ensuite, ça sera pour Elliot concernant les posts, le ciblage et les booster ses posts sur Facebook. Alors, Elliot, je te remets l'autorisation de vidéo pour la partie ciblage. Elliot, je ne sais pas si tu nous... Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, super. Bah, du coup, à toi. Tu peux réactiver la vidéo si tu veux. Est-ce que je peux partager mon écran? Bien sûr. Je pense qu'il faut... Ah oui, c'est bon. Il fallait que Charlotte... Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Super. Donc, je vais vous montrer un exemple très concret de comment est-ce qu'on booste un post dans sa version légère. Ça, c'est la version facile à faire. Il y a des versions beaucoup plus poussées où vous accédez à un tableau de bord professionnel avec beaucoup plus de détails. Mais là, il y a une version très simple, très accessible pour le faire. Alors, la première étape, en général, de notre côté, c'est d'aller dans cet onglet statistiques de votre page Facebook, si vous avez une page Facebook. Parce que dans l'onglet statistiques, vous avez plein de données intéressantes et notamment à quel moment vos utilisateurs sont présents, des données sur la démographie. Ça, c'est la page Il est encore temps en l'occurrence. Et vous avez surtout ce cadre avec les publications les plus récentes. Vous pouvez voir toutes les publications. Et là, vous voyez combien de personnes chacune de ces publications a touché et combien d'interactions ont été générées par chacune de ces publications. Le vrai intérêt de cette page, c'est que ça permet d'identifier les posts qui sont particulièrement bons. C'est-à-dire les posts que votre communauté, les gens qui vous suivent sur Facebook, aiment particulièrement. Et ça veut dire que c'est des posts, c'est compliqué, ça peut être pour plein de raisons différentes, c'est des posts qui sont très bons. Et donc,
c'est plutôt cela que moi, je vais vous conseiller de sponsoriser parce que eh bien, le message était très bien, le timing était très bien, la photo était très bien. Et parfois, ce n'est pas forcément scientifique, c'est compliqué d'anticiper. Donc, sur cette page, vous pouvez directement cliquer sur « Booster la publication ». Vous avez ce bouton qui apparaît. Et ce bouton, vous le retrouvez aussi en bas de tous vos posts, en dessous de tous vos posts sur votre page, sur votre mur Facebook. Ce bouton, il apparaît. Quand vous cliquez dessus, vous avez une pop-up qui s'ouvre. Là, vous pouvez choisir plusieurs paramètres. Celui qu'on va choisir, en l'occurrence, ça va être plutôt générer plus de réactions, de commentaires et de partages. On va augmenter ce qu'on appelle le reach. Le reach, c'est la portée. Le nombre de personnes qui vont voir notre publication. Là, vous pouvez choisir d'ajouter un bouton qui va s'afficher en bas de votre publication. En l'occurrence, quand c'est des contenus, on met un savoir plus, quand c'est du texte, ou bien si on propose aux gens de s'inscrire ou de participer à une pétition, ça va être s'inscrire. Donc là, ça va mettre à jour l'aperçu quand vous avez sélectionné le bouton que vous voulez. Et vous voyez ici le bouton s'inscrire qui s'est ajouté. Moi, en général, je préfère ne pas mettre de bouton. Comme ça, ça a l'air plus naturel. Ça ressemble à un post normal. Ça a l'air moins commercial pour les personnes qui vont voir ce post dans leur timeline. Parce que ce qui va changer, c'est qu'il va y avoir ce petit sponsorisé, ce petit label sponsorisé qui va s'ajouter avec une complexité qui est ajoutée depuis les dernières élections. C'est qu'en général, en période électorale, pendant les semaines qui précèdent l'élection, il faut s'enregistrer. Donc là, on n'aura pas le temps d'entrer en détail, mais il faut montrer patte blanche auprès de Facebook en donnant une identité publique de qui est la personne qui finance ce poste-là. Mais si vous voulez, si vous avez besoin, si vous rencontrez ce problème dans les semaines qui précèdent l'élection municipale, moi, je suis à votre disposition pour vous aider à le mettre en place. Donc, moi, je vous conseille de ne pas mettre de bouton. Et ensuite, on va choisir le ciblage. Alors, c'est là, en général, quand vous le faites la première fois, vous vous rendez compte effectivement à quel point Facebook sait énormément de choses sur nous. Donc, il y a toujours un petit choc. Là, vous pouvez choisir si vous vous adressez à un genre en particulier, homme, femme ou tout le monde. Vous pouvez choisir un âge. Et ça va être très intéressant d'avoir les données statistiques de votre page pour choisir ces données-là parce que vous savez qui sont les gens qui sont sur votre page. Et donc, vous pouvez ajuster ces paramètres-là à partir des données démographiques que vous avez dans l'onglet statistique. Ici, vous avez ce dont parlait Charlotte qui vous permet de choisir un lieu et donc de choisir une ville, par exemple. Je mets Concarneau, voilà, qui est placé sur la carte. Et là, vous choisissez un rayon, sachant qu'en France, vous pouvez choisir un rayon minimum de 17 km autour d'une ville. Ça va dépendre de la taille des villes. Mais ça, c'est en gros, c'est les gens qui vont être dans cette zone-là. Ça dépend des moments. C'est parfois mis à jour par l'algorithme. C'est pour éviter d'être parfois trop précis en termes de vie privée. Donc, sur certaines villes en France, ça va être 17 km le rayon minimum. Ça dépend de la taille de la ville, je crois. Donc là, vous avez déjà une zone géographique qui est définie. Et vous voyez, à chaque fois que vous ajoutez des critères, en bas, vous avez cette zone-là qui va se mettre à jour pour savoir combien de personnes vous êtes en train de cibler. En l'occurrence, on cible les personnes hommes et femmes entre 18 et 65 ans ou plus. À Concarneau, plus un rayon de 17 km. Et donc ça correspond à 59 000 personnes qui sont sur Facebook. Et là, si vous voulez, vous pouvez encore aller cibler en choisissant des centres d'intérêt. Là, vous pouvez, par exemple, taper le nom d'une page qui fait référence dans l'écologie, ou si vous tapez Greenpeace. Greenpeace, dans le monde, c'est 113 millions de personnes qui ont un centre d'intérêt proche à Greenpeace. En l'occurrence, ça va vachement réduire votre audience à Concarneau, parce que si vous ciblez que des gens qui habitent à Concarneau et qui, à un moment donné, dans leur publication ou de leur activité sur Facebook, ont manifesté un intérêt pour Greenpeace, ça fait plus que 4000 personnes. Ce qui se passe ici, vous avez une alerte. Vous avez une audience qui est trop restreinte. Et donc, votre petite barre, là, elle est passée dans le rouge, alors qu'elle est censée être dans cette zone verte pour que ça fonctionne bien. Donc là, ça veut dire qu'avoir uniquement Greenpeace, ça va trop restreindre. Vous allez peut-être ajouter environnement, par exemple. Environnement naturel, pourquoi pas. Là, vous avez doublé votre audience potentielle. Vous êtes passé à 8000, mais on est encore dans une audience qui est considérée comme trop petite. Ça, c'est l'enjeu avec les plus petites villes. Donc, moi, je vous conseille de ne pas forcément avoir de centre d'intérêt et de tester comme ça si ça fonctionne. Vous enregistrez votre audience. Et là, vous avez défini une audience
Concarneau, plus 17 km, âge 18-65, hommes et femmes. Voilà. Là, ensuite, on vous demande de choisir le placement automatique. Ça, je vous conseille de le laisser activer. Ça veut dire que c'est Facebook qui va optimiser entre ce qui marche mieux. Est-ce que c'est sur les téléphones mobiles? Est-ce que c'est sur les iPhones ou les Android? Est-ce que c'est sur l'ordinateur? Est-ce que c'est dans Instagram aussi? Parce que Facebook est propriétaire d'Instagram et donc utilise Instagram pour publier ce genre de publicité. Et ensuite, la dernière étape, c'est de choisir la durée et le budget. Moi, je vous conseille de mettre un minimum de 3 jours pour une publicité. Bah là, vous voyez, Facebook maintenant met un message parce que comme on vise une communauté assez restreinte de 59 000 personnes, il faut avoir le temps que ça, c'est un peu comme un gros paquebot, quoi. Il faut que ça ait le temps de s'activer. Donc, avoir une durée de 3-4 jours minimum, c'est bien. Vous pouvez même mettre 15 jours, 30 jours, sachant que moi, je vous conseille de ne pas faire trop longtemps parce que c'est bien de voir comment fonctionne la publication. Et de pouvoir potentiellement ajuster. Et ensuite, vous choisissez un budget. Et des budgets très minimes peuvent être tout à fait suffisants. Parfois, on met 1 euro, 2 euros, 5 euros, c'est très bien. Même pour tester. Si vous en testez 3 ou 4 différentes, vous verrez celle qui fonctionne le mieux. Et c'est déjà énorme. Et là, vous voyez que vous allez toucher 280 à 810 personnes par jour pendant 4 jours. Et donc, ça, c'est sur votre total de votre audience. Et, Là, en l'occurrence, vous avez un chiffre de 39 000 qui s'affiche. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est parce que Facebook considère que sur les 59 000 potentiels, il n'y en a que 39 000 qui vont être connectés pendant cette période de 4 jours où vous allez diffuser votre publicité. Donc voilà, si vous diffusez pour 5 euros pendant 4 jours, vous allez toucher 4 fois autour de 500-600 personnes. Donc ça veut dire 2400 personnes potentiellement. Ça va vous coûter 1,25 € par jour. Là, vous allez devoir choisir le compte de paiement. Bon, ça va être très facile à configurer la première fois. Et ensuite, une fois que c'est bon, alors là, je ne peux pas scroller. Voilà, c'est bon. Vous appuyez sur Booster et votre publication, elle va être validée par Facebook en 2 heures en général. Et ensuite, vous aurez des notifications qui vont vous tenir au courant de savoir comment les gens engagent. Et vous pourrez, en bas de votre publication, vous aurez un accès pour voir les statistiques, pour voir combien de personnes sont arrivées à votre publication grâce au sponsoring. Super, merci beaucoup Elliot. Et ben du coup, on te repasse la parole pour la partie 3, Charlotte. Je gère tout de suite le micro. Hop. Hop, c'est bon, je suis à votre tour. Et merci beaucoup, Elliot. Je pense que ce qui est très intéressant pour Facebook, c'est de comprendre qu'il n'y a pas besoin de mettre de gros budgets. En effet, quand Elliot disait 1-2 euros, ça suffit. Moi, je vois parfois des vidéos où l'engagement et les vues me coûtent en fait 10 centimes pour en avoir 100. Et quand c'est très bien ciblé, donc là, vous pouvez jouer et voir quel est le ciblage le plus intéressant, mais il y a vraiment une opportunité assez impressionnante. Donc, on va passer à la partie 3, qui est les relations presse. La première chose sur laquelle je pense qu'il est important d'insister, c'est de comprendre que en fait, la presse locale et ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, c'est la première presse qui est la plus lue en France. Même aujourd'hui, ça reste Ouest France le plus grand média. Je parle de médias généralistes parce que sinon les grands fans de sport me diront que c'est l'équipe. Mais l'équipe, c'est considéré comme un média spécialisé. Et même moi qui travaille plutôt sur les enjeux nationaux, la presse régionale ne peut être ignorée. Il est extrêmement important parce qu'en plus, on touche des gens beaucoup plus facilement et on touche des gens vraiment au cœur de leur maison. La presse régionale, on a souvent un lien affectif à ça, parce que nos parents les lisaient et nous aussi, on continue à les lire, et parce que c'est des informations de chez nous qui nous concernent, donc on est vraiment plus sensibilisés. Donc je pense que ça, pour rassurer les plus sceptiques, c'est la presse la plus intéressante et c'est la presse qui est trop souvent négligée, pour être honnête, pour mes confrères et consoeurs de la communication et qui sont toujours dans un microcosme parisien, mais c'est vraiment celle où on peut faire une différence. Pour vous, elle va être essentielle étant donné que vous allez travailler au local, mais c'est une vraie force. Alors, vous allez envoyer des éléments aux journalistes et en fait, pour moi, je trouve, j'ai été aussi comme vous dans des communautés locaux quand j'étais jeune et avant, j'habitais à Lille. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 choses qui empêchaient les gens de communiquer. D'abord, il y avait une crainte par rapport de dire une bêtise ou de ne pas maîtriser son message.
Ça, je pense qu'avec le kit de communication du pacte, vous allez avoir beaucoup d'éléments et ça va vous permettre d'avoir des phrases un peu clés à reprendre. Et l'autre, c'était de ne pas savoir à qui s'adresser. Et en fait, on en a parlé avec Théo et Aliette qui ont créé un fichier presse. Donc, c'est un fichier qui comprend les journalistes locaux et qui comprend les journalistes en fonction de petites régions. Et c'est un fichier Excel, hein, c'est vraiment simple. Vous avez le nom, le contact, le média et après l'adresse mail. Donc, moi, je pense que la première chose à faire, c'est relire le fichier presse, voir si selon vous, il manque des médias. Parce qu'en fait, typiquement, il peut manquer 20 minutes Lyon, alors que vous dites, mais c'est un média extrêmement important, pourquoi il n'y est pas? Parce qu'en fait, pour être honnête, pour faire les fichiers presse, c'est via un logiciel qui n'est pas toujours très fin. Et pour la presse locale, c'est toujours bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui y vit pour voir s'il manque des petits canards. Ensuite, n'hésitez pas à appeler directement les rédactions et pour vous présenter, pour dire ce que vous faites et pour savoir s'il y a un journaliste qui suit vos thématiques ou qui est plus localisé dans votre ville ou dans un village en particulier. Les journalistes ont l'habitude, vous ne les dérangez pas, en fait, ils ont aussi une mission de service public dans leur métier et donc ils ont l'habitude de ça. Donc franchement, n'hésitez pas et c'est comme ça que vous allez avoir vraiment une mine d'or avec votre fichier presse. Moi, je pense qu'une fois que votre fichier presse, vous êtes satisfait, vous avez les 10 noms clés de votre collectif et de votre localité, vous pouvez leur envoyer un court mail de présentation en disant qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et donner votre contact. Donner un contact presse ou donner une adresse mail générique où ils peuvent vous contacter s'ils ont besoin d'être tenus au courant, s'ils ont besoin d'éléments, s'ils ont envie des questions, des porte-paroles sur un sujet local sur l'environnement, s'ils ont besoin de vous solliciter. N'hésitez pas à toujours dire qui contacter. C'est important pour le journaliste de savoir qui est son point d'entrée. Ensuite, la dernière étape, mais l'étape qui est un peu courante, c'est toujours de tenir au courant quand vous faites un événement. Que ça soit une table ronde, par exemple, avec vos candidats, n'hésitez pas à leur envoyer une invitation presse, n'hésitez pas à les prévenir, parce que c'est important pour eux et ça leur donne de la matière. On va voir après comment on rédige un communiqué de presse et les grandes règles, mais c'est pareil, hein, c'est des monstres, on imagine qu'ils sont très compliqués, mais en fait, c'est assez facile et c'est juste, il faut bien penser à se relire et à partager à d'autres personnes pour être clair. Donc moi, je vous l'ai mis, l'astuce, c'est vraiment jamais déranger, toujours envoyer un SMS ou un mail pour avoir des éléments. Le journaliste, s'il en a marre, il vous bloquera et vous dira d'arrêter. Donc moi, je dis plutôt qu'il vous demande d'arrêter, plutôt que d'hésiter. Ensuite, le communiqué de presse, c'est en fait un court mail qui vous permet de donner des informations sur ce que vous faites, ce que vous allez faire et ce qui est important pour vous. Il faut savoir qu'un journaliste reçoit beaucoup de mails et le communiqué de presse doit être vraiment clair et concis. Donc là, ce que je vous expliquais, il faut qu'il soit basé sur vos messages com nationaux que Aliette va partager via le kit com, parce que là, vous avez vraiment des références, vous avez des chiffres nationaux, vous avez des chiffres clés, et vous savez ce qu'il faut aller chercher. Mais attention, le journaliste de Ouest France ou de Presse Matin, il s'en moque des chiffres nationaux, ou alors il va l'utiliser, mais il va avoir besoin d'exemples locaux. Il va avoir besoin d'avoir d'exemples qui intéressent son lectorat. Et son lectorat, c'est monsieur et madame tout le monde qui habitent à côté de Bordeaux ou dans le Limousin. Donc là, c'est votre expertise, c'est vous qui connaissez ça. Vous parlez d'un exemple précis, vous pouvez parler d'un chiffre que vous avez vu. L'important, c'est toujours de le sourcer, parce que le journaliste a besoin aussi d'être rassuré. Moi, mes 3 conseils, c'est ne jamais avoir de phrases superflues. Surtout pas de phrases toutes faites et philosophiques du type « Depuis la nuit des temps, l'homme est en interaction avec la nature ». Non, en fait, le journaliste, il n'a pas besoin que vous écriviez l'article. Il a besoin d'avoir une information, des chiffres, des exemples. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours des chiffres. Des chiffres ou un exemple, du concret. Le journaliste, il a besoin de concret. Après, lui, il fera ses fioritures autour s'il veut argumenter, avoir des avis différents. Donc, le communiqué de presse, en gros, c'est une page. Vous avez votre logo, la date. Vous pouvez avoir un embargo. Un embargo, par exemple, c'est vous allez diffuser demain une information, mais elle ne va être publique que dans 3 jours. Donc, vous allez dire aux journalistes, merci de ne pas divulguer l'information avant telle date. Parce que telle date, par exemple, c'est votre événement. Et ça s'appelle l'embargo. Il faut savoir que le journaliste a l'habitude de jouer avec des embargos. Donc, vous pouvez lui envoyer des éléments sous embargo. Ils connaissent le métier. Moi, j'envoie des chiffres top secrets de l'OMS sous embargo à beaucoup de journalistes. Ils le respectent tous et ensuite, l'information est publique, ils peuvent le donner. Le GIEC, je travaille beaucoup avec le GIEC. Le GIEC donne les éléments à des journalistes sous embargo et c'est une confiance qui se fait. Le journaliste, si vous donnez de l'information de qualité, il n'y a aucune raison qu'il brise votre embargo. Ensuite, vous avez votre titre sur votre CP, une ligne maximum, débat entre les candidats,
dans tel village sur la transition écologique, CTC partenaire. Ensuite, vous avez votre petit chapeau. Donc là, c'est un petit paragraphe qui est souvent de couleur, où là, vous présentez le sujet en 5 lignes. En gros, moi, ce que je dis grossièrement, c'est tout ce que vous auriez aimé mettre dans le titre, mais vous ne pouviez pas. Il y a une règle, on dit la règle des 5 W. Donc, c'est qui, quoi, quand, où et pourquoi. Donc ça, c'est vraiment ce que vous vouliez mettre dans le titre, mais il faut faire court. Copier-coller et à le mettre. Et après, vous avez le contact presse. Qui le journaliste doit-il appeler s'il veut plus d'éléments? Qui le journaliste doit-il appeler s'il veut avoir une citation, par exemple, du président du comité ou d'un membre du comité, ou par exemple, le journaliste il va avoir besoin de discuter avec un expert et il ne sait pas par quel bout passer. Il se dit, bon, ils sont dans l'environnement, donc je vais peut-être tenter. Moi, par exemple, j'ai souvent des journalistes qui m'appellent pour parler de déchets. Je ne travaille jamais sur les déchets. Et parce qu'ils disent, oui, mais comme vous êtes une porte d'entrée sur le climat, peut-être que vous connaissez des gens. Mais oui, à un moment, quand on travaille sur nos sujets, on arrive petit à petit à dire « Ah oui, il y a tel médecin dans ce village qui a parlé de pollution de l'air et qui accepte de parler à la presse. Ah mais oui, j'ai rencontré, quand j'étais sur un salon, je ne sais pas, sur l'agriculture, j'ai parlé d'un agriculteur qui parlait de glyphosate, il m'a donné son numéro. » Donc vous allez vous-même devenir une mine d'or et une mine d'information pour le journaliste. C'est pour ça que le contact presse est très important. Là, vous mettez votre portable et votre mail ou une adresse générique, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment consulter. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir une relation de confiance. Et bien pour moi, c'est tout. Le gros conseil pour les relations presse, c'est toujours être très clair, très concis et pas avoir peur. Les journalistes, le communiqué de presse, en fait, c'est juste de la relation et il faut y aller. N'hésitez pas à refaire relire votre communiqué de presse, à faire relire vos éléments presse, mais il faut avoir confiance en soi et en fait, allez-y, et c'est pas grave, hein. Même moi je laisse parfois des coquilles dans mes CP, moi je m'arrache les cheveux le lendemain, mais bon, ça arrive à tout le monde. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup Charlotte. Parfait. Et bien du coup, désormais, nous allons pouvoir passer à la partie questions. Alors avant même les questions, si jamais il y en a qui parmi vous souhaitent témoigner d'un retour d'expérience, en priorité en lien avec le sujet du jour, donc pour nous parler de bonnes expériences ou de difficultés, hein, d'ailleurs, sur les questions de communication au niveau local. Vous pouvez lever la main via la petite fenêtre de chat. Et à ce moment-là, on vous donnera la parole. Et puis sinon, s'il n'y a pas de personnes qui souhaitent prendre la parole pour partager un retour d'expérience, vous pouvez directement poser des questions. Alors, donc je vois des petites mains qui se lèvent. Alors, Honor 5C, j'ai l'impression que c'était une main levée depuis le début. Est-ce que Honor 5C souhaite toujours prendre la parole? Peut-être juste une petite confirmation sur le chat. En même temps, on peut activer. Alors. Honor 5C. Activé. Donc, normalement, Honor 5C, voilà, vous avez la parole. Alors là, il y a quelqu'un qui, normalement, a la parole. Je réactive. Alors, ça, ok. Bon, bah, du coup, je pense que c'était plus d'actualité. Alors, du coup, Geneviève, à toi de parler. On t'écoute. Vous m'entendez là? C'est bon? On t'entend. Je viens de poser ma question par chat en fin de compte parce que je ne voulais pas monopoliser. Je veux dire, le CTC, personne ne connaît. Hein. Je suis à Lyon, donc j'ai une bonne habitude de parler du CTC et même dans les milieux dits bien informés. Voilà, le pacte inconnu complet au bataillon. Donc, je veux bien, moi, me défoncer pour faire connaître le pacte sur Lyon, mais ce qui serait bien, parce que j'imaginais, c'est que le pacte puisse se faire connaître nationalement de façon qu'on ait une référence et qu'il y ait une crédibilité dans le pacte du CTC. Voilà. Ok. Alors, je veux bien... J'ai une petite hésitation sur est-ce qu'on prend quelques questions d'abord ou est-ce qu'on répond au fil de l'eau? Parce que là, on peut dire, parler de la campagne de com qu'on prévoit. Ouais, on peut peut-être faire ça. On peut en prendre plusieurs d'un coup, non? Enfin, c'est comme tu veux. Je pense qu'on peut répondre à cette question comme elle est assez générique et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Est-ce que Théo, tu veux bien nous dire 2 mots de la campagne de communication en commençant par te présenter du coup, parce que tu n'as pas encore parlé. Bonjour.
Enchanté et merci à tous d'être là. Moi, je m'appelle Théo et je m'occupe de la communication, notamment du Pacte pour la transition. Et donc, pour répondre à ta question, Geneviève, donc effectivement, nous, on est très conscient que dans beaucoup de milieux, en dehors de nos cercles à nous, le CTC et même le Pacte ne sont pas encore très visibles. Pour le CTC, c'est pas très grave pour nous puisque c'est pas notre objectif. En revanche, pour le Pacte, c'est pour l'instant normal, puisque notre communication a été pour l'instant très focus sur les militants et sur les organisations partenaires, puisqu'il fallait d'abord qu'on fasse tout ce travail de partenariat avant de lancer la communication dite grand public, et que la communication dite grand public se lance seulement à partir de cette rentrée. Donc il y a un teaser que vous avez peut-être vu avec le youtubeur Nicolas Mérieux, qui est sorti la semaine dernière. Et il va y avoir un certain nombre comme ça de vidéos et un certain nombre d'éléments de communication qui sortiront à partir d'octobre et jusqu'à février 2020. Voilà, et qui cette fois-ci sera plus tourné vers des médias plus larges. Et ensuite, ça c'est ce qu'on peut faire nous. La réalité, c'est que le pacte sera connu en région notamment, si et seulement si les gens qui portent le pacte dans leur ville dont vous faites partie, vous faites le travail qui est l'objet de cette réunion, à savoir contacter la presse régionale, envoyer des communiqués de presse, etc. En réalité, on ne pourra pas lancer une campagne de communication nationale qui serait aussi efficace que si tout le monde, que si tous les collectifs locaux parviennent à faire ce travail auprès de leur commune. Tu as une question complémentaire de Geneviève qui est: qu'est-ce que le CTC mettra à dispo pour faire connaître le pacte au niveau national? Quels médias? C'est moi, hein, ça. Oui. Je ne comprends pas exactement ta question. En termes d'outils? En termes d'outils et surtout en termes de médias, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper à faire appel aux grands médias, je dis pour crédibiliser le pacte. C'est-à-dire, si ce ne sont que des gens inconnus au bataillon, enfin ou presque, au niveau local, qui parlent du pacte et qu'on n'en entend pas parler sur les médias nationaux classiques, la crédibilité va être très, très, très légère, on va dire. Quelle est la caution du pacte? C'est quoi? C'est qui? La caution. Ouais. Alors, pour l'instant, je ne peux pas te répondre en termes de nom de médias. Je ne peux pas te dire, on va parler du pacte au JT, aux 20h de TF1, même si j'aimerais bien, je ne sais pas. En revanche, si tu veux des noms de gens avec lesquels on commence à travailler, il y a deux choses. D'abord, il y a les 50 organisations partenaires qu'on va de plus en plus mobiliser, et en particulier les grosses ONG qui ont des accès privilégiés auprès de certains médias, que ce soit Greenpeace, Emmaüs, le Secours catholique, etc. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que vous connaissez la communauté On est prêt, à la fondation de laquelle Elliot a participé notamment, et qui va lancer une deuxième grosse campagne à partir de novembre. Et le pacte pour la transition sera l'objet d'une journée de cette campagne. Et donc ils ont un reach, enfin ils ont une portée, merci. Ils ont une portée de communication bien supérieure à la nôtre pour l'instant. Est-ce que ça répond à ta question, Geneviève? Ça répond à ma question, mais je ne suis pas vraiment convaincue. On est encore dans l'entre-soi, là, en termes de médias. Donc, tant qu'on sera dans l'entre-soi, on ne va pas convaincre beaucoup de monde, quoi. Et voilà, c'est ma crainte. Hein. Mais je ne sais pas comment faire. Hein. C'est juste ma crainte qu'on aille voir les candidats et qu'on dise: mais qu'est-ce que c'est le CTC? Et qu'est-ce que c'est le pacte? Et puis qu'on aille voir après des gens, comme vous dites, très bien, hein, c'est bien le plan de com, très bien. Mais on va voir des gens et qui vont nous dire: mais qui vous êtes vous d'abord?
Alors, ils sauront à peu près qui je suis, mais ils vont pas comme je suis Utopia, je suis identifié Utopia, ils vont pas m'identifier au pacte. Enfin bon, ça va être un peu le bordel quand même, je crois. Alors, petite précision d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est le CTC. Le CTC, c'est le collectif pour une transition citoyenne. Donc, c'est l'association dont nous sommes tous les trois. Et puis, il y en a une quatrième que vous ne voyez pas, mais qui est là aussi salariée. Donc, c'est l'organisation qui finance le projet, mais qui en fait elle-même est un réseau d'organisations. Le CTC, c'est un réseau de 27 organisations. Et donc pour le pacte pour la transition, qui a été complété par quasiment une trentaine d'autres organisations. Petit conseil, quand vous parlez du pacte pour la transition au niveau local, vous n'êtes pas obligé de parler du collectif Transition Citoyenne, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, Geneviève, c'est pas connu. C'est pas une association qui a vocation à être connue du grand public. Parlez plutôt du pacte et du fait que c'est soutenu par 53 organisations, ça suffit amplement. Il n'y a pas du tout besoin de rentrer dans le détail de la présentation du CTC, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Mais je pense que par contre, parler et éventuellement même montrer la liste des organisations qui soutiennent, ça c'est forcément une aide. Ensuite, sur la campagne, je pense que de toute façon, ça sera à préciser. Et puis là, on est quand même 6 mois avant les municipales, c'est encore un peu tôt. Notre pari, c'est aussi de se dire qu'à partir de décembre, janvier, les médias seront beaucoup plus enclins à accepter de parler des municipales. Et donc, je pense que la campagne presse qu'on pourra faire, nous, au niveau national, à ce moment-là, aura beaucoup plus j'espère, plus de succès. Pour le moment, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment trop tôt pour tous les médias, même spécialisés, de commencer à parler des municipales au niveau national. Pardon, j'ai une autre question. Est-ce que je peux? Mais alors, ça va être... On va peut-être juste passer la parole parce qu'il y a pas mal d'autres personnes qui commencent à poser des questions, si ça te va. Et puis, là sur le chat, à la limite, comme ça, on pourra y revenir après. Il y avait une question. Alors ensuite, il y a une question sur peut-être pour toi, Charlotte. Alors, quelqu'un qui demande à quoi sert une com Facebook à 300 000 personnes pour sensibiliser un quartier. Ah non, pardon, plutôt pour Elliot alors. Elliot ou Charlotte, pour sensibiliser un quartier et surtout pour sensibiliser au pacte, qui a tout de même pour but de revenir à une sensibilisation locale et un suivi des mesures au plus près des habitants. Peut-être quelqu'un, l'un de vous deux, Charlotte, alors je vais essayer de vous donner la parole à tous les deux. Charlotte et Elliot. Charlotte, oui. En fait, 300 000 personnes, moi, ça me semble énorme. Je pense qu'on peut faire plus limité. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de toucher dans un rayon, Elliot nous l'a montré, dans un rayon de 17 km. Alors, ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est aussi le nombre de personnes que vous allez avoir. C'est les gens qui vont aller sur Facebook à ce moment-là. Donc, il y aura forcément des manquements, mais vous pourrez toucher la cible que vous visez. Donc, c'est pas l'idéal parce qu'il y a quand même une protection des données et merci pour ça la France, c'est qu'on ne peut pas nous toucher directement comme on peut le faire aux États-Unis, mais ça vous permet quand même un ciblage intéressant et pour pas cher. Je veux juste revenir aussi à ce que disait Geneviève rapidement. En fait, la crédibilité, vous l'avez déjà. Hein. La crédibilité, c'est toutes les organisations qui sont derrière vous. Et c'est ça votre force. Et votre force, c'est pas forcément que vous fassiez le JT de TF1 ou vous fassiez le JT de France 2. Moi, ma chef, c'est la dame climat de toute la France. Pourtant, il y a encore des journalistes qui ne la connaissent pas. Et à l'international, tout le monde voile le tapis rouge. Mais encore une fois, elle n'est pas connue de tout le monde. Et ce n'est pas grave. En fait, ce n'est pas grave parce que c'est ce que vous portez, c'est vos demandes politiques qui sont plus fortes. Et ce n'est pas important d'être connu et d'avoir eu un portrait dans Libération. Non, ce qui est important, c'est ce que vous faites au local. Et c'est ça aussi, je trouve, la force de votre pacte, c'est que c'est le local qui va aller vers le national. Et je pense que c'est une erreur d'attendre que le national agisse et fasse une grosse campagne de communication. Parce que c'est vous la force de ça. Et il ne faut pas que vous sous-estimiez votre force parce qu'elle est énorme. Et moi, je travaille par exemple avec l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française. Je peux vous dire que localement, ils sont bien plus puissants que nationalement. Et les gens, ils regardent ce qui se passe au local. Hein. Ils ne regardent pas systématiquement ce qui se passe à Paris ou ce qui se passe sur TF1. Et c'est pour ça que Facebook, c'est très intéressant. Même si c'est pas l'idéal, même si c'est encore un peu trop gros, vous pouvez toucher les gens comme ça. Mais vous aurez des campagnes Facebook, mais vous aurez aussi votre page. Et votre page, elle va être likée par monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde, ils vont le perpréter. Et en fait, je pense que c'est ce qu'on appelle l'organique, ce qui n'est pas payé. C'est aussi ça, ce qui va fonctionner, c'est le bouche à oreille. Et vous savez, on dit que le bouche à oreille, c'est 5 médias à la fois.
Merci Charlotte. Je donne la parole à Elliot qui a levé la main. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, Charlotte, et je vois qu'il y a eu des réactions sur l'idée de dire quel l'impact de la pub, on essaie de lutter contre et que c'était de l'info qui était non implémentée, donc non utile. Donc là, j'ai lu les commentaires. Et que l'ADEME, à l'inverse, était, elle, connue et que on essaie de faire une mobilisation citoyenne et pas une mobilisation médiatique. Je pense que faire la part des choses, et on a un exemple très récent en France qui est observé dans le monde entier avec les Gilets jaunes, qui est une mobilisation extrêmement locale, extrêmement territorialisée, extrêmement citoyenne avec les ronds-points, avec une prise concrète de l'espace public avec des gens qui se sont organisés localement dans des espaces extrêmement restreints, mais qui l'ont fait notamment, et ça a été beaucoup analysé, parce que Facebook a choisi de favoriser dans ses algorithmes les organisations justement de gens restreintes. Et donc, à travers ça, les groupes. Les groupes et donc des gens qui se connaissent, qui sont plutôt des communautés fermées. Donc, c'est intéressant de voir la complémentarité en fait entre Facebook qui permet de toucher des gens, de faire connaître notre propos, mais ce n'est pas une fin en soi et là-dessus on est vraiment d'accord. Ce n'est pas de la publicité. La publicité, ça marche par la répétition. La publicité, c'est des spots, des affiches que vous voyez partout, que vous allez voir 5, 10, 15 fois et qui vont créer un réflexe dans votre esprit que vous allez être manipulé. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de faire connaître un contenu qui est un contenu que vous proposez vous, qui est un contenu qui vient d'humains et qui va toucher d'autres humains. Donc, on est one-to-one finalement. On n'est pas one-to-many, un à plusieurs comme l'est la publicité. On est une personne qui va parler à une autre personne. Et donc, vous utilisez Facebook pour aller toucher des gens autour de vous qui vous ressemblent. Et là, vous pouvez effectivement segmenter en utilisant l'outil de publicité, mais ça peut marcher sans publicité. Hein. Vous pouvez le faire exactement avec une communauté totalement organique, ce qu'on appelle. La publicité, c'est éventuellement si vous avez envie de le tester. Et la publicité, elle vous permettrait par exemple de segmenter, c'est-à-dire de dire s'il y a une mesure qui est sur le logement, je vais plutôt aller toucher des gens qui s'intéressent au logement. S'il y a une mesure sur l'alimentation, toucher des gens qui s'intéressent à l'alimentation en allant chercher des gens qui, par exemple, s'intéressent à Biocoop ou aux AMAP, etc. Ça, c'est ce que permet Facebook. Mais c'est simplement pour aller toucher des gens, pour créer des relations de terrain. Ça, on est d'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Alors ensuite, je continue. On fait d'abord les questions en priorité sur la communication, mais celles et ceux qui posent des questions sur les autres sujets, on les prendra juste après. Il y a une question sur le format du nom des pages ou des groupes. Est-ce que Charlotte ou Elliot, vous avez une préconisation? Est-ce qu'il y a un format à privilégier sur le nom à donner à une page ou un groupe Facebook? Par exemple, le Pacte pour la transition, nom de la ville. Ou est-ce que là, chaque collectif peut déterminer ça? Je ne sais pas s'il y en a l'un de vous deux qui souhaite répondre. Elliot a levé la main. Hop. Ouais, Elliot. Oui, bon, il n'y a pas forcément de meilleures pratiques à conseiller, mais moi, j'aurais tendance à dire le plus ça a l'air humain, le plus ça va fonctionner et pas forcément voilà, chercher quelque chose qui soit trop corporate ou trop institutionnel. Donc, voilà, moi, alors je sais pas après, je sais pas ce qu'Eliott en penserait, mais j'aurais tendance à dire peut-être que même le nom Pacte pour la transition, c'est pas forcément le bon, j'en sais rien. Mais je dirais qu'il faut pas non plus forcément y être trop coincé parce que la communication qui marche le mieux aujourd'hui, c'est marrant, mais on parle même il y a presque une tendance du DIY, du fait maison, du fait main. C'est-à-dire qu'on a envie de savoir qu'il y a des gens derrière et pas que c'est trop professionnel et pas que c'est trop institutionnalisé. Et ça, toutes les études montrent que plus c'est fait maison, plus c'est fait main, plus c'est artisanal, plus c'est authentique, plus ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Sur les Gilets jaunes, on se souvient comment les vidéos tournées au téléphone par des anonymes complets marchaient beaucoup mieux que des vidéos produites avec du montage, avec de la musique, etc. En fait. Donc, ça, c'est à garder en tête. Après, sur le nom, voilà. Moi, je dirais, faites ce qui vous semble mieux. Et si ça vous semble bien et si les gens comprennent quand vous dites Pacte de la transition et que ça résonne autour de vous, et bien, effectivement, choisissez-le. Et le nom de la ville, c'est important parce que ça permet de personnaliser le contenu. Très important de mettre en avant le côté territoire
Est-ce que c'est le nom de la ville ou est-ce que c'est autre chose? Et est-ce que vous pouvez trouver un élément dans la culture de la ville où vous êtes qui est même encore plus fort et qui va parler aux gens qui sont là plus que voilà, ailleurs et qui va montrer que vous êtes du coin? Je pense que ça peut être un élément à prendre en compte. Merci beaucoup, Elliot. Alors ensuite, il y avait une question, où trouver les vidéos de teaser et le kit de communication? Alors les vidéos de teaser, on a une chaîne YouTube où toutes les vidéos sont uploadées. Et par ailleurs, sinon, c'est sur nos réseaux sociaux, donc c'est essentiellement sur la page Facebook du Pacte et le compte Twitter. Normalement, tout est indiqué. Le kit de communication, Marie vient de vous mettre le lien dans le chat. Il est encore en cours de construction, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément diffusé. Il y a des exemples de posts, il y a un exemple de communiqué de presse. On le diffusera dans la newsletter, la lettre d'information que vous recevez tous les lundis, dès qu'on aura pu ajouter les éléments de cette formation de ce soir, en fait. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez déjà voir le brouillon, on va dire, c'est le lien que Marie vient de vous communiquer. Alors, je vais ensuite donner la parole à Nora qui a levé la main tout à l'heure. Donc, Nora, à toi de jouer. Ce sera Baptiste qui est avec moi. Salut. Du coup, juste pour on vient d'une vallée, en fait, une petite vallée. On n'est que 3 en fait dans notre collectif pour le moment. Mais on se posait la question de la crédibilité auprès des élus et en fait comment communiquer auprès des élus qu'en fait nous sommes d'une force, une force immense ou je sais pas quoi. En fait, communiquer sur notre pouvoir local. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils nous écoutent alors que en fait sur notre page Facebook, ça se trouve on a 10 personnes qui nous suivent ou du coup je ne sais pas si il faut faire une pétition ou en fait comment montrer qu'en fait on est nombreux, pas que au national, mais surtout au local, parce qu'on est vraiment entre nous, on se connaît un peu tous. Et du coup, c'est une question, comment est-ce qu'on peut communiquer là-dessus et pour qu'ils nous écoutent. Voilà. Un peu cette idée de distinguer, parce que quand on en parle autour de nous, on a énormément de sympathisants, mais pas forcément de membres actifs. Et donc, qu'est-ce qu'on comptabilise? Est-ce que c'est le nombre de likes sur la page Facebook? Est-ce que ce serait une pétition? Est-ce que c'est le nombre d'adresses mail récupérées? Enfin voilà, on se demande si vous avez réfléchi là-dessus, à cette distinction un peu entre sympathisants et membres actifs du collectif. Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je donne quelques idées. Elliot, Charlotte, Théo et Julie, n'hésitez pas à me compléter. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu le guide des collectifs locaux qui donne 2-3 idées qui est disponible sur le site, donc dans pacte-transition.org, dans la section ressources puis s'organiser, il y a un document qui s'appelle guide des collectifs locaux. Et dedans, il y a toute une partie sur la formation, la structuration d'un collectif local, avec quelques petites idées sur comment recruter des nouvelles personnes. Après, je pense que les solutions, c'est sans doute vous qui les connaissez mieux que ce que nous, on a pu penser qui s'applique au niveau national. Marie vient de remettre dans le chat le lien vers le guide des collectifs locaux. L'idée d'une pétition, c'est rigolo parce qu'on en discutait justement avec Elliot hier. Je pense que ça peut être une super idée pour mobiliser au niveau local. Il y a peut-être juste un travail préalable à faire pour que ça parte pas des 32 mesures, mais que déjà, même si vous n'êtes pas super nombreux, que vous fassiez un petit travail pour présélectionner les sujets qui sont les plus importants. Et ensuite, pourquoi pas effectivement soumettre ça sous forme de pétition aux habitants dans un premier temps. Et puis voilà, d'aller voir les élus, puis surtout les candidats avec ce travail-là. Je pense qu'effectivement, c'est une chouette idée. Sinon, s'appuyer sur le tissu associatif. Je ne sais pas s'il y a des assos qui peuvent être sensibles à votre démarche dans le coin, mais en tout cas, allez les voir, essayer de voir si elles sont intéressées. Sachant qu'il ne faut pas hésiter, si vous êtes en manque d'inspiration, à regarder sur la liste des partenaires du pacte au niveau national. L'idée, c'est que tous les partenaires du pacte, dans les 53 organisations, elles ont toutes des antennes locales. C'est sûr qu'il y en a près de chez vous. Donc, vous pouvez regarder c'est peut-être un peu long d'aller voir les 53, mais il y a aussi le site Transiscope qui vous permet de voir les acteurs de la transition près de chez vous. Je ne sais pas si tout le monde connaît Transiscope. C'est une super carte qui recense tous les acteurs locaux de la transition et ça peut aussi vous y aider.
Je ne sais pas si ce que je vous raconte là, ça donne des idées. Si... Ouais, Julie, je te laisse. Je voulais bien compléter pour dire que globalement, donc peut-être pas encore tout de suite, mais on entre progressivement en période de campagne électorale. Et donc les candidats, en tout cas pour l'instant, vont être très perceptifs à ce que vous allez leur raconter. Et il va y avoir sans doute beaucoup d'occasions de les rencontrer, soit dans des événements publics, soit en leur demandant un rendez-vous, parce que c'est une période aussi, voilà, donc ils veulent obtenir des soutiens et des initiatives comme ça. Il y a un gros potentiel pour que ça les intéresse. Et je voulais aussi dire qu'on est en train de réfléchir à ces questions pour vous proposer quelque chose d'un petit peu plus ordonné et vous proposer des solutions concrètes. Et on va bientôt le sortir. Ce sera un document avec un petit peu des pistes comme ça et sur non seulement comment rencontrer les élus, enfin, en tout cas les candidats, et quoi leur dire ensuite. Enfin, des idées, parce qu'après, de toute façon, c'est vous qui saurez quoi leur dire. Et voilà. Merci beaucoup. Et il y a Yannick qui partage aussi un lien sur data.gouv avec la liste, le répertoire national des associations pour compléter la petite carte de Transiscope. Ça pourra peut-être vous aider. Et sinon, je crois qu'il y a Thomas qui a levé la main avec qui j'avais parlé et qui pourra sans doute témoigner de à quel point les candidats aux élections sont rapidement intéressés par les collectifs parce que justement, il avait eu des aventures avec les candidats en tout cas. Et si ouais, tu super. veux, tu peux en parler. Alors du coup, Thomas, on te donne la parole. Bonsoir, un petit témoignage dans notre commune de Chorges des Hautes-Alpes, petite commune de 3000 habitants. Donc c'est vrai que même lorsqu'on est deux au départ à s'emparer de cette idée et lancer quelque chose, on se retrouve simplement en faisant suivre quelques mails à 10 personnes intéressées. On a eu le choix entre faire tout de suite une réunion de travail pour travailler sur les mesures, ou bien, comme ça commençait à faire un petit peu jaser, on se demandait, tiens, c'est quoi? C'est une liste, mais comment ils se positionnent? Est-ce que ça va être rival? Est-ce que ça va être allié? On a décidé finalement de faire une réunion d'information. Et réunion d'information sur la place du village. Il y a une vingtaine de personnes qui sont venues, dont le maire candidat à sa réélection, et puis d'autres personnes certainement intéressées par former une autre liste. Et je trouve que c'est une très bonne initiative parce que ça a permis de réunir des gens qui ne savent pas comment se positionner. Ça a permis de réunir également d'une clarification sur la charte, sur la question de l'indépendance. Et je crois que ce sera quelque chose toujours à rappeler parce que c'est vrai que, surtout dans une petite commune, on se retrouve vite sur l'échiquier politique, embarqué malgré soi dans des jeux de stratégie. Donc, à mon avis, il ne faut pas attendre que des malentendus ou des ambiguïtés s'installent. Et il faut toujours, avec clarté, rappeler la charte. Parce qu'effectivement, la crainte qu'on avait, nous, c'était qu'on soit accusé par les uns de faire le jeu de l'autre et par les autres de faire le jeu de l'un. Ou bien qu'on court le risque d'une instrumentalisation, surtout lorsqu'on se retrouve avec des listes en constitution qui pourraient avoir pas mal de valeurs communes. Donc nous, ça a été vraiment de rappeler cette logique de l'indépendance, que le travailler ensemble, ça ne signifie pas être à la même place, et que la légitimité du collectif, c'est de permettre une autre forme d'engagement pour les personnes qui souhaitent s'engager dans la vie de la cité et porter les enjeux globaux, sans néanmoins faire partie, avoir les responsabilités quand on est dans une équipe municipale. Donc ça permet vraiment un engagement autre qui est complémentaire avec celui qui sera porté par les candidats. Et je crois que c'était une bonne initiative et j'avais cette réunion d'information dans un premier temps, donc c'est pour ça que je tenais à la partager. Super, merci beaucoup Thomas. Alors, on va, je pense, peut-être passer aux questions qui sont plus directement sur le sujet de la communication. Il nous reste 10 minutes, il est déjà 20h20. Donc, on va essayer de répondre à tout le monde. Je peux remettre la liste des questions. Merci beaucoup. Alors, donc, il y avait une question de Marie. Pourquoi les membres des collectifs locaux ne pourraient pas être sur des listes municipales? Alors, il y a effectivement une charte des collectifs locaux que vous avez normalement dû accepter pour vous inscrire sur le site du pacte, qui dit que pour être membre d'un collectif local, on ne peut pas appartenir à une liste.
Alors, ce point-là, il a été beaucoup débattu au sein des associations qui ont construit le projet. On est parti sur cette option-là dans un souci de garantir l'indépendance des collectifs locaux vis-à-vis de l'ensemble des listes. L'idée, c'est que les collectifs locaux soient crédibles dans le fait d'aller voir tous les candidats, idéalement, qui se présenteront aux élections municipales. Si dans le collectif, il y a un membre d'une liste, ça semble beaucoup plus compliqué de faire ça. C'est pour ça qu'on est parti sur cette option-là. Donc, on sait qu'il y a des communes, notamment les petites communes, où parfois il y a une seule liste, où ça peut poser des soucis et des difficultés, où dans la réalité, les choses sont plus complexes et interdépendantes que ce qu'on peut l'imaginer sur le papier. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui nous semble le plus simple pour garantir l'indépendance des collectifs locaux qui ont quand même vocation à former une sorte un peu de contre-pouvoir citoyen face aux futurs élus, parce qu'on se place vraiment dans cette perspective aussi de se dire, à partir de mars 2020, il y a une équipe qui sera en place, une équipe municipale qui sera en place, le collectif local qui aura obtenu des signatures de ces futurs élus, il sera amené à travailler avec les élus et à servir de première base pour faire un suivi des engagements qui auront été pris et aussi potentiellement être un vivier de citoyens qui seront peut-être les premières sollicités pour co-construire les politiques du prochain mandat. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ensuite, il y a une deuxième question. Oui, alors effectivement, plus en lien. Il y avait quelqu'un qui demandait comment est-ce que les réponses des candidats seront-elles rendues publiques. Alors, on a commencé à vous faire passer dans les lettres d'info du lundi un lien vers un questionnaire qui vous permet de nous dire un peu où vous en êtes dans la constitution du collectif et à quelle étape vous en êtes dans le dialogue avec les candidats. Dès que vous aurez commencé à avoir des engagements de la part de candidats, on vous demandera de nous renvoyer la liste des mesures sur lesquelles le candidat ou la candidate s'est engagé avec une signature. Vous aussi, vous vous engagerez en tant que collectif local, notamment à faire de votre mieux pour faire le suivi post-élection. Et à partir du moment où vous nous renvoyez le document signé où il y a au moins 10 mesures qui ont été cochées, nous, on fera une publicité, en tout cas, on rendra public via une page qui sera mise en ligne à partir de l'automne sur le site du pacte, une page signature. Et sur cette page, on pourra chercher sa commune et voir dans sa commune la liste des candidats qui ont signé. Voilà. Oui, en fait, il faut préciser que c'est un deuxième questionnaire, en plus de celui qu'on a déjà, et on vous l'enverra bientôt. Il sera possible de préciser les mesures, les niveaux, et ça, après, ça enverra tout vers le site où ça sera publicisé. Tout à fait. Alors ensuite, est-ce que les élus qui s'engagent sur des mesures sont assurés d'un soutien par le collectif local, main-d'œuvre, réflexion, etc. Ou bien est-ce que c'est juste pour mettre la pression et les pointer du doigt s'ils n'y arrivent pas? Alors, vous n'êtes pas du tout... c'est pas parce que vous obtenez un engagement de la part des candidats que vous les soutenez. Ça, on l'a précisé sur le site, vous n'avez pas du tout vocation à devenir un comité de soutien d'un candidat juste parce qu'il s'est engagé sur le pacte. Donc, d'une part, le soutien, il n'y a aucune obligation pour les collectifs locaux. L'engagement que vous prenez, ce n'est pas un soutien, mais c'est quand même une forme d'engagement. C'est de faire de votre mieux, comme je le disais, pour faire un suivi après les élections. Parce que finalement, à partir de mars 2020, c'est là que le plus important va commencer. Ça va être d'entamer un travail de co-construction avec les élus. Donc, ça ne veut pas dire que, vous, encore une fois, vous ferez de votre mieux. Forcément, c'est un travail qui peut être assez conséquent. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même qu'il y a comme je disais, une forme de contre-pouvoir citoyen pour vérifier quand même que les élus vont tenir leurs engagements, normalement, ils se seront tous engagés à signer aussi les 3 principes de mise en œuvre, dans lesquels un des 3 principes, c'est notamment la co-construction des politiques publiques et la mise en place à minima d'un comité de suivi des engagements qui auront été pris dans le cadre du pacte. Et après, l'idée de base, c'est d'avoir un comité de suivi, que le collectif continue et puisse voir si les élus ont bien mis en œuvre ces mesures. Mais après, la manière dont c'est fait dépendra aussi beaucoup de vous et de la relation que vous avez envie de construire avec les élus, dans le sens où
le pacte encourage une co-construction des politiques locales et particulièrement des mesures du pacte au-delà du suivi. C'est-à-dire qu'il y a des mesures sur la démocratie participative où il y a par exemple des actions proposées qui sont de faire des commissions participatives pour la mise en œuvre des mesures. Et également parce que le comité de suivi peut aussi être une impulsion et une forme de proposition auprès des élus et pas seulement un suivi bête et méchant de vous l'avez fait, vous l'avez fait. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup de vous, mais il peut y avoir une co-construction plus large et plus coopérative. Mais en tout cas, effectivement, c'est beaucoup en fonction de vous et de l'énergie et du temps que vous aurez à mettre avec ça. Forcément, si, je vois que tu précises, Yannick, les aider à mettre en place ces mesures parce que c'est ça qui est difficile à faire, et leur dire si vous engagez à ça, vous aurez 3 ingénieurs pour réfléchir avec vous. Si dans le collectif, il y a 3 ingénieurs qui sont partants pour s'engager dès maintenant à travailler avec les futurs élus, c'est super. Après, de toute façon, nous, on est là pour donner un peu une intention. Ensuite, c'est vraiment à vous de définir quelles vont être vos forces. Je pense qu'il faut qu'on prenne les autres questions. Juste pour dire que aussi, c'est les mesures et les fiches techniques, c'est proposer des solutions parce que notamment dans les petites communes, les élus ne savent pas forcément comment faire pour mettre en place la transition. Et les fiches techniques, c'est en tout cas un premier avancée dans cette reconstruction. Ouais. Alors ensuite, une question sur, selon vous, un collectif local doit-il viser une mairie, plusieurs mairies, une agglo, un autre territoire? Alors ce qui est assez clair et presque un peu malheureusement, c'est que les compétences des communes sont de plus en plus restreintes et l'intercommunalité a vraiment énormément de poids dans le projet de transition d'un territoire. Donc l'idéal de l'idéal, c'est qu'un collectif se forme sur, en tout cas qui est un collectif ou alors un réseau de collectifs qui soit sur l'intercommunalité, c'est-à-dire présent dans l'ensemble des communes d'une même intercommunalité. Et donc ça peut être selon vos forces, soit si vous êtes sur une intercommunalité où il y a 10 communes, soit il y a des personnes dans chacune des communes et vous travaillez ensemble en faisant de temps en temps des réunions pour discuter du projet intercommunal, soit c'est un collectif dans le cas d'une agglomération ou d'une métropole même, un collectif qui est dans la ville de la métropole, mais qui va aussi s'inscrire sur les communes environnantes pour aussi faire poids sur les futurs élus des communes pour recouvrir toute l'intercommunalité. Alors, où pouvons-nous partager des contenus locaux? Alors, le partage de contenu, vous pouvez le faire. Alors, s'il y a des choses qui peuvent vraiment être profitables à tous, vous pouvez toujours nous les envoyer via l'adresse pact@transition-citoyenne.org, qui est l'adresse de contact qui est indiquée sur le site. Et nous, via la lettre d'information qu'on envoie tous les lundis, on peut tout à fait partager vos contenus par mail à l'ensemble des collectifs. Sinon, il y a aussi le groupe Facebook Collectifs Locaux qui vous permet de partager toutes les informations que vous souhaitez. Et là, vous êtes complètement libre de le faire. Il faut juste être sur Facebook et tout le monde n'y est pas pour le moment. Mais en tout cas, le groupe a vraiment été créé pour ça. Alors ensuite, le dépôt de liste est très tardif. Il y a plusieurs mois de travail au préalable. Les listes citoyennes sont dans cet esprit et ne forment la liste que pour porter les projets construits par les citoyens. C'est pas vraiment une question. Nicole, si tu veux préciser, si tu veux poser une question, du coup, n'hésite pas. Alors, une question de Jean-Paul. Les candidats de nouvelles listes ont tendance à dire s'engager sur de nombreuses mesures, mais ne devraient-ils pas les budgéter pour être crédibles et les fiches pourraient-elles donner des informations pour les aider? Alors, la question du budget, on se l'est posée au moment de la rédaction des fiches techniques. Julie, est-ce que tu veux dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis de budget? C'est Julie qui a coordonné la rédaction des fiches techniques. Alors, du coup, on n'a pas mis de budget dans les fiches techniques parce que c'était quelque chose de très compliqué parce que les fiches techniques proposent des actions qui sont très différentes à des niveaux d'ambition très variés. Et donc, c'est en fait très compliqué de faire de budgéter comme ça les fiches techniques. Et même si on essaie de proposer ces fiches techniques pour donner des solutions aux élus, pour donner des idées aux collectifs pour des choses qu'ils peuvent aller demander aux élus de mettre en place, les élus aussi ont derrière des services techniques et le but des collectifs n'est pas non plus de remplacer complètement les services techniques. Et
c'est possible. L'idée est de demander des choses les plus concrètes et les plus précises possibles, mais aussi les élus, par rapport à des demandes, vont aussi, avec leur service technique, pouvoir les mettre en action plus concrète et en budget de leur côté. Merci. Alors, il est 20h30. Nous, on est OK pour rester 10 minutes de plus pour essayer de répondre. Il y a encore pas mal de questions qui n'ont pas été traitées. S'il y en a qui avaient des impératifs, sachez que normalement, tout ce qu'on se dit là est enregistré. On pourra publier la vidéo sur YouTube et donc la poster sur le groupe Facebook des collectifs locaux et évidemment remettre le lien aussi dans la lettre d'info que vous recevrez lundi prochain. Voilà. Alors, s'il y a des questions sur la com, vous pouvez peut-être les poser tout de suite et on pourra les donner pour les poser à Charlotte et Elliot comme ça. Enfin, si dans les 5 prochaines minutes, vous n'avez rien, on pourra. Ils sont libres. Alors. Le groupe Facebook des collectifs locaux, normalement, si dans Facebook, vous cherchez collectifs locaux, c'est le premier résultat. Et sinon, il est je pense que le lien est dans la dernière lettre d'info, le mail que vous recevez tous les lundis, la newsletter du pacte, l'URL du groupe Facebook y est. Alors, il y a également, je vois une question d'Eric, est-ce qu'il existe un PDF compilant les 32 mesures? Oui, sur le site du pacte, dans la section ressources. Je pense que c'est dans communication, vous avez accès à un PDF avec les 32 mesures. Il y a une version recto et une version recto verso. Donc, l'espace pour partager des contenus, ça, on a déjà répondu. Comment contacter rapidement et concrètement toutes les personnes impliquées sur les 60 communes? Alors, via le site du pacte, vous pouvez voir déjà s'il y a des collectifs locaux dans les 60 communes. Les collectifs locaux ont tous une adresse générique, ça je pense que vous l'avez vu, qui est pacte-le code postal @liste.transition-citoyenne.org. Sur la carte des collectifs locaux qui est sur la page s'engager du site du pacte, vous avez accès à l'ensemble de ces listes mail. Donc déjà, vous pouvez commencer par contacter les personnes qui sont inscrites sur le site du pacte, qui sont sans doute les plus concernées. Voilà. Ensuite, sinon, pour les questions de communication, je pense que là, il faudra se référer au guide des collectifs locaux et aussi au kit de communication qu'on vous diffusera prochainement. Alors, ensuite, une question de Brigitte et Michael en rapport à la publication des résultats. Nous pensions nous appuyer sur les mesures du pacte, demander de se positionner sur des cas concrets, par exemple isoler l'école, interdire les voitures. Est-ce que ce sera possible? Alors, on n'en a pas parlé, mais ce qu'on pense faire, c'est vous proposer d'ajouter à la liste des 32 mesures jusqu'à 5 revendications locales, donc qui peuvent être des choses qui ne sont pas dans les 32 mesures, mais qui peuvent être des engagements supplémentaires qui ne se retrouvent pas dans les mesures que nous, on a pensées de façon nationale parce qu'elles sont censées pouvoir s'appliquer à toute commune. Donc, peut-être que ça peut être des revendications locales donc, dans cette liste de 5. Donc, ça veut dire que très concrètement, dans la liste des 32 mesures qui pourra vous servir de base pour aller voir les candidats, on ajoutera 5 lignes vierges et vous pourrez ajouter là vos revendications locales plus précises. J'ai un peu de mal à voir les... C'est par rapport en fait, à l'interdiction d'être candidat parce que les listes sont très tardives et c'est pas forcément toujours simple de savoir si on va s'engager dans une liste. Ouais, ça, je sais pas une question. Ça, on a déjà répondu. Celle-ci. Alors, la stratégie pour faire connaître le pacte dans les communes sans collectif, ça rejoint la question de la communication nationale qu'on a abordée au tout début. J'essaie juste de voir en priorité s'il y a des questions qu'on n'a pas du tout traitées pour le moment. Les fiches techniques au format PDF, c'est prévu. On attend juste qu'elles soient complètement finalisées pour les mettre en ligne, mais en tout cas, oui, c'est prévu. Est-ce qu'une association préexistante peut porter le pacte sans changer ses statuts? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est que très souvent, les collectifs locaux partent d'associations existantes. C'est absolument pas un problème. Vous n'êtes pas du tout obligé, comme le disait Elliot d'ailleurs, d'utiliser le nom Pacte pour la transition pour porter les mesures auprès des candidats. Ce qu'on demande et ce qui est inscrit dans la charte des collectifs locaux, par contre, c'est de demeurer dans une logique d'ouverture
vis-à-vis des personnes, des habitants de votre territoire qui souhaiteraient s'impliquer à vos côtés. Mais si le fait que ce travail parte de votre association ne vous empêche pas d'accueillir une nouvelle personne qui souhaiterait aller voir les candidats avec vous, aucun souci pour que vous gardiez vos statuts existants et même votre identité existante. Voilà, j'ai l'impression qu'on a traité l'ensemble des questions. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on n'a pas du tout répondu à une question qui n'a pas du tout été abordée, vous pouvez encore y aller. Sinon, je pense que voilà, j'espère qu'on a répondu à peu près à vos questions. Les deux présentations étaient super intéressantes. Merci 1000 fois à Elliot et Charlotte pour le temps que vous avez pris en amont et là ce soir pour partager votre expérience et votre savoir-faire vraiment super précieux. Les webinaires, vous pourrez les retrouver donc, dans la lettre d'information, l'enregistrement dans la lettre d'information de lundi prochain. Et puis sur la chaîne YouTube et puis la page Facebook, enfin le groupe Facebook des collectifs locaux. Donc voilà, si vous pourrez même revisionner les précédents qui étaient plus généraux. Là, c'est la première fois qu'on fait un webinaire qui a vraiment une thématique spéciale. À partir de maintenant, ce sera toujours le cas. Le prochain, ce sera donc sur les questions de démocratie locale et ce sera le 9 octobre. 9 octobre. Comment peut-on joindre les deux intervenants? On leur demandera s'ils sont d'accord pour qu'on donne leurs adresses mail. Mais sinon, vous pouvez aussi nous adresser dans un premier temps vos questions à la boîte Pacte. Et puis, on fera suivre s'il y a des questions. Vous pouvez nous indiquer s'il y a vraiment des choses où c'est absolument dirigé à eux. Mais sinon, on pourra faire passer s'il y a des questions auxquelles nous, on ne sait pas répondre. Voilà, eh bien, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation, pour vos questions qui sont super importantes pour nous et qui permettent vraiment de préciser là où on a encore des choses à travailler, mais aussi de voir là où vous en êtes. Donc pour nous, c'est très chouette aussi. On est toujours ravis de discuter avec vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir.